Le 27 avril 2026, l'Assemblée nationale française a adopté un rapport parlementaire que beaucoup auraient préféré voir disparaître des archives publiques. 12 voix pour, 10 contre, 8 abstentions. Un scrutin serré qui clôt 6 mois d'enquête, 200 heures de débat, 67 auditions officielles, 234 personnes entendues, et qui ouvre une séquence sans précédent dans le contrôle démocratique de l'audiovisuel public français. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le grand angle. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui dépasse largement le cadre des polémiques médiatiques habituelles. Il engage un budget de 4 milliards d'euros par an, prélevé sur les impôts des Français. Il touche à la nomination des dirigeants de France Télévisions et de Radio France, au pluralisme, à la neutralité éditoriale et à la place même du service public dans la vie démocratique. 5 temps structurent ce dossier: le contexte et la genèse de la commission, les acteurs centraux et leurs positions, les lignes de facture politique et les mécanismes révélés, les implications concrètes pour vous, contribuables, téléspectateurs, auditeurs, et enfin les prolongements à venir. Une question structure l'ensemble. Qui contrôle l'audiovisuel public? Qui le finance? Et avec quelles conséquences pour le pluralisme et la pérennité du service public? Si ce travail vous est utile, vous pouvez le soutenir en vous abonnant à la chaîne. Cela ne prend qu'un court instant, et c'est la meilleure façon de continuer à voir le monde de plus haut pour le comprendre de plus près. La commission d'enquête a été créée le 28 octobre 2025. Sa mission, définie par les députés, consistait à examiner les modes de financement, la gestion interne et les conditions d'exercice de l'indépendance éditoriale au sein de France Télévisions et de Radio France. Les parlementaires ont auditionné dirigeants, journalistes, producteurs et personnalités de l'audiovisuel. Le résultat tient en un document de 369 pages, contenant 80 propositions de réforme. Le chiffre central est connu: 4 milliards d'euros. C'est le coût annuel de l'audiovisuel public français, intégralement financé par la fiscalité depuis la suppression de la redevance. Le rapport propose de dégager 1 milliard d'euros d'économies, soit un quart du budget total. Une cure d'austérité qualifiée d'historique par ses partisans, de saignée idéologique par ses détracteurs. Précisons ce qui est établi et ce qui ne l'est pas. Le dévoilement des auditions et le résultat du vote sont des faits incontestés. Les accusations de partialité et le calcul précis du milliard d'économies projetées, en revanche, sont contestés par l'opposition. Le rapporteur est le député Charles Lanoncle, membre de l'Union des droites pour la République. Il est la figure de proue de l'enquête. Sa posture est frontale, offensive, assumée. Il déclare vouloir briser ce qu'il appelle le système France Télévisions. Pour relayer ses travaux, il a utilisé sans complexe les réseaux sociaux et des émissions populaires, notamment celle de Cyril Hanouna. Cette stratégie médiatique a produit un effet décisif. Elle a créé une pression d'opinion qui a empêché l'enterrement du rapport. Face à lui, le président de la commission, Jérémy Patrialus, député du groupe Horizon. Patrialus a publiquement dénoncé les méthodes de son rapporteur, qu'il a qualifiées de cirque, mais il a voté pour la publication du rapport, au nom du principe de transparence, tout en émettant des réserves sur le contenu. Ce vote illustre une tension récurrente du bloc central. Refuser le ton tout en redoutant l'accusation de censure. Première cible des conclusions du rapport, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Elle est mise en cause sur la gestion financière du groupe, sur les choix éditoriaux, sur l'externalisation massive de la production. Sa défense est constante. Elle invoque l'indépendance du service public face à ce qu'elle décrit comme des attaques politiques. Soutien indéfectible du rapport, le député Sébastien Chenu du Rassemblement national. Pour Chenu, les travaux de la commission valident la thèse historique de son parti: la nécessité de privatiser ou de réformer radicalement l'audiovisuel public. Dans le second cercle, Sybille Veil, présidente de Radio France, auditionnée notamment sur les avantages sociaux et les primes en vigueur dans son institution. Xavier Miel et Mathieu Pigas, du groupe Media One, auditionnés sur les contrats de production que leur société signe avec le service public. 850 millions d'euros de contrats globaux passés avec des sociétés privées sont mentionnés dans le rapport. L'animateur Nagui, mis en cause pour son refus présumé de transmettre ses contrats et ses fiches de paye à la commission. Et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, intervenue pour rappeler le rapporteur à l'ordre,
une démarche jugée inédite et perçue par Charles Aloncle comme une tentative d'intimidation. Un moment de cette enquête mérite l'arrêt. Le 31 mars 2026, l'ancien présentateur de France Télévisions, Jacques Cardoz, est entendu par la commission. Il évoque l'existence au sein du groupe public de protocoles d'accords transactionnels représentant 30 millions d'euros par an. Des protocoles destinés, selon lui, à régler discrètement des litiges internes, y compris dans des affaires de déviance sexuelle. 30 millions d'euros par an, issus des deniers publics, pour acheter des silences. C'est sur la base de ces déclarations que Charles Aloncle a annoncé saisir la justice via l'article 40 du Code de procédure pénale. Reprenons la question centrale. Qui contrôle l'audiovisuel public? Qui le finance? Et avec quelles conséquences pour le pluralisme et la pérennité du service public? À ce stade, 3 lignes de fracture politique se dessinent. Le bloc de droite, composé du Rassemblement national, des Républicains et de l'Union des droites pour la République, soutient que l'audiovisuel public constitue, selon les mots employés, une machine de guerre idéologique déconnectée des Français. Cette analyse justifie à leurs yeux une restructuration massive. À l'opposé, la gauche, la France insoumise, le Parti socialiste et les écologistes contestent la validité même du rapport. Pour ces groupes, il ne s'agit pas d'un travail parlementaire, mais d'un document partisan, mensonger et militant, mis au service de l'extrême droite. Le député insoumis Aurélien Saint-Toul, cité par le journaliste Édouard Chanot, aurait formulé cette divergence en une phrase. La République n'est pas neutre. L'audiovisuel public n'a pas à être neutre. Cette phrase fixe la ligne de partage la plus profonde du dossier. Pour les uns, le service public doit être politiquement neutre. Pour les autres, il porte une mission émancipatrice qui ne peut l'être. Au milieu, le bloc central, Renaissance et le Modem, s'est fracturé. La majorité de ses députés s'est abstenue, refusant simultanément le ton du rapporteur et le risque d'apparaître comme censeur. C'est ici que se situe le retournement décisif du vote. Le basculement est venu du groupe Lyot et de l'abstention de plusieurs députés macronistes. Pour obtenir cette abstention, Charles Aloncle a dû accepter une concession lourde. Retirer de son rapport la mention de l'intervention de Yaël Braun-Pivet au micro de France Inter. Un fait pourtant avéré et public. Mais maintenir cette mention aurait mis directement en cause l'impartialité de la présidente de l'Assemblée. Ce que les faits semblent indiquer, c'est que la transparence parlementaire, même portée par une majorité de circonstances, reste subordonnée à des compromis politiques internes. Quels sont les mécanismes que ce rapport a mis en lumière? Premier mécanisme, l'externalisation de la production. 850 millions d'euros de contrats sont passés chaque année avec des sociétés privées, Banijay, Media One et d'autres. Le rapport décrit ce système comme un renvoi d'ascenseur entre dirigeants publics et producteurs privés. Une lecture possible que conteste la direction de France Télévisions. Deuxième mécanisme, la procédure de l'article 40. Saisine du procureur de la République par un parlementaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit. Charles Aloncle l'a annoncé publiquement, visant les protocoles d'accord évoqués par Jacques Cardoz. Troisième mécanisme, la désignation des dirigeants. Le rapport propose de revenir à une nomination par le président de la République. Après avis du Parlement et de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, afin de sortir d'un système jugé opaque. Une réforme qui poserait, en contrepartie, la question d'une politisation directe de l'institution. Quatrième mécanisme, celui du blocage parlementaire lui-même. Si le vote du 27 avril avait été négatif, non seulement le rapport, mais l'intégralité des vidéos et comptes rendus des 70 auditions auraient été légalement supprimés du site de l'Assemblée nationale. 6 mois de travaux parlementaires effacés des archives publiques. La transparence démocratique tenait à 2 voix d'écart. Avant d'aborder les implications concrètes, un chiffre. 14 semaines. C'est le nombre de semaines de congés payés dont bénéficieraient certains journalistes de Radio France, selon les éléments présentés par Charles Aloncle lors de l'audition de Sybille Veil. 14 semaines. Un chiffre que le rapporteur a qualifié d'exorbitant. Pourquoi est-ce que ce dossier vous concerne directement? D'abord, parce que vous le financez. 4 milliards d'euros par an, intégralement issus de la fiscalité. La réforme proposée par Charles Aloncle ramènerait cette charge à 3 milliards.
1 milliard d'euros d'économies revendiquées, contestées par la gauche et par la direction des groupes publics. Ensuite, parce qu'il modifierait l'offre culturelle gratuite à votre disposition. La possible suppression de France 4. La fusion envisagée entre France 2 et France 5. Autant de décisions qui transformeraient le paysage audiovisuel accessible sans abonnement. Enfin, parce que les révélations du rapport nourrissent un sentiment plus profond. Une prime de coiffure, une indemnité dite sortie moto, deux dispositifs en vigueur à Radio France qui ont marqué les débats parlementaires. Ces avantages sociaux, divulgués dans le cadre des auditions, alimentent une perception d'écart entre les conditions de travail dans le service public audiovisuel et celles de la population active. Ce que ces éléments suggèrent sans le prouver définitivement, c'est que la légitimité du service public dépend désormais autant de la qualité de ses programmes que de la lisibilité de sa gestion. Revenons à la question posée en ouverture. Qui contrôle l'audiovisuel public? Qui le finance? Et avec quelles conséquences pour le pluralisme et la pérennité du service public? La réponse tient en trois constats. Le contrôle reste juridiquement partagé entre l'exécutif, le Parlement et une autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le rapport propose un retour à un pouvoir présidentiel renforcé sur les nominations. Le financement repose intégralement sur les contribuables. Il est désormais ouvertement contesté dans son volume comme dans ses usages. Les conséquences dessinent une tension qui ne se résoudra pas par ce seul rapport. D'un côté, une exigence de transparence budgétaire et de neutralité politique portée par une majorité parlementaire de circonstance. De l'autre, un risque assumé de reprise en main politique qui pourrait fragiliser le pluralisme et la pérennité du service public lui-même. Trois prolongements méritent d'être suivis dans les semaines à venir. La publication intégrale du rapport, prévue le 4 mai 2026 sur le site de l'Assemblée nationale, ouvrira probablement une nouvelle séquence de polémiques. Les députés du MoDem ont d'ores et déjà annoncé la rédaction d'un contre-rapport contestant les conclusions de Charles Aloncle. Et la suite législative reste incertaine. Le rapporteur appelant à un projet de loi de réforme dont la volonté gouvernementale n'est pas encore arbitrée. Une question demeure. Souhaitez-vous voir le service public audiovisuel réformé en profondeur au risque d'une politisation accrue ou préférez-vous voir préserver son architecture actuelle au prix d'une opacité que ce rapport a contribué à exposer? Vos analyses en commentaire nourriront utilement cette réflexion collective. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.